La question que je me pose moi-même, c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire ce métier de grand reporter que j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Je crois que j'étais surtout curieuse du monde et de quitter les frontières de mon horizon. Le conflit pour le conflit, c'était pas mon intérêt premier. Mon intérêt premier, c'était surtout de voir comment, dans des situations souvent très difficiles, catastrophiques, de guerre, de conflit, comment les gens font pour vivre. Et ce qui m'a surtout fascinée, c'est comment les gens s'adaptent à ces situations. La résilience des hommes, des femmes, dans des situations qui, nous, en tant qu'Occidentaux, vivons dans des pays libres, avec le confort et autres, on ne peut pas imaginer. Comment raconter la guerre ? Comment naviguer entre les impératifs de l'information, les contraintes de sécurité et les réalités humaines des conflits ? La Croix donne la parole à ces reporters de guerre. À travers leurs souvenirs, ils dévoilent les coulisses de leur travail, les choix qu'ils ont dû faire et les rencontres qui les ont bouleversés. Dans cet épisode, Agnès Rotivel, grand reporter à la Croix pendant plus de 30 ans, revient sur 3 conflits qu'elle a couverts dans les années 90, l'Afghanistan, la Bosnie et l'Irak. Elle nous raconte plus particulièrement en quoi le fait d'être une femme a parfois eu une influence lors de ses reportages. Une immersion au cœur du journalisme de terrain pour décrypter l'histoire qui s'écrit. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Bonjour, je suis Agnès Rotivel. Je travaille pour le journal La Croix depuis 35 ans maintenant. Dans cet épisode, je vais vous parler du métier de reporter de guerre femme dans 3 pays que j'ai couverts, l'Afghanistan, la Bosnie et l'Irak. J'ai commencé dans ce journal en 1989. Je suis arrivée d'abord au service économique, où j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur les États-Unis parce que c'était une zone que je connaissais plutôt bien. Et à cette occasion, j'ai fait pas mal de reportages, notamment au moment de la guerre, la première guerre en Irak, où les Américains étaient impliqués. J'ai fait pas mal de reportages dans la société américaine, comment elle se préparait à la guerre. J'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus le reportage que l'économie stricte, purement et simplement. Et donc, à l'occasion d'un départ du grand reporter qui quittait le journal, j'ai posé ma candidature et j'ai été choisie comme grand reporter. À l'époque, les grands reporters étaient détachés des services. Ils devaient partir sur des zones en fonction des besoins de la rédaction. Très vite, j'ai été intégrée au service étranger et donc j'ai fait mon premier grand reportage de guerre. C'était en Afghanistan, en avril 1992. Alors, pour vous situer un peu l'Afghanistan à l'époque, l'Afghanistan avait été occupé par l'Union soviétique pendant 10 ans, de 79 à 89. C'était les suites de la guerre froide. Et en 1992, les Moudjahidines, qui étaient les résistants aux soviétiques, ont réussi à faire plier le gouvernement pro-soviétique qui était en Afghanistan et donc à reprendre la capitale qui s'appelle Kaboul. Nous savions que les Moudjahidines allaient arriver d'un jour à l'autre dans la ville, descendre de leur montagne et arriver dans la ville pour la reprendre, ce qui était un phénomène incroyable après 10 ans d'occupation soviétique et puis aussi après 3 ans de gouvernement pro-soviétique. Donc on a décidé de partir là-bas et j'ai tenté d'organiser un reportage un petit peu compliqué parce qu'aller en Afghanistan à cette époque-là, c'était compliqué. Et j'ai dû passer par l'Inde, attendre un petit avion, savoir si l'avion allait finalement décoller parce que évidemment, toutes les liaisons aériennes étaient un petit peu bouleversées par la situation. Et donc, j'ai pu finalement prendre un tout petit avion qui est allé en Afghanistan, qui est arrivé à Kaboul. Et voilà, je suis arrivée là dans un pays que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, si ce n'est que j'avais suivi effectivement ce qui s'y passait parce que c'était un pays fascinant. Je suis arrivée avant
que les Moudjahidines arrivent dans la ville. Et heureusement, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés dans la ville, la situation est devenue très chaotique. Je suis arrivée dans une ville où le seul endroit où les journalistes pouvaient s'installer, c'était un hôtel qui fut un hôtel international à l'époque de la gloire de l'Afghanistan, où on était tous parqués, où il y avait un couvre-feu, etc. Et là, il y avait dans cet hôtel toute une pléiade de journalistes qui étaient absolument fascinants parce qu'ils avaient tous couvert l'Afghanistan pendant la période où les Moudjahidines étaient dans leurs montagnes et luttaient contre les soviétiques. Ils avaient une connaissance de tout ce qui se passait, des rapports de force, des personnalités afghanes et tout. Et moi, toute jeune journaliste, évidemment, j'étais complètement perdue. Et donc, par le biais de rencontres dans l'hôtel, etc., j'ai travaillé en fait la première semaine avec un journaliste britannique qui travaillait pour le The Independent, un très bon journal, et qui lui aussi faisait partie de ces journalistes qui avaient suivi pendant plus de 10 ans les Moudjahidines. 2 jours après mon arrivée, les Moudjahidines sont arrivés à Kaboul. Et donc nous voilà dans la ville, l'arrivée des Moudjahidines. Alors c'était absolument fantastique pour une journaliste parce que c'était des combattants, des guerriers. Il y avait toute une fascination autour de ces Moudjahidines. Et il faut dire que c'était assez spectaculaire. Et il y avait le fameux Ahmed Shah Massoud, qui était aussi très très populaire en Europe et surtout en France. On a commencé nos reportages, c'était absolument incroyable. Là, en tant que femme, ça n'a pas été un problème pour moi, dans le sens où j'étais là, surtout en tant que journaliste, au sein de d'autres journalistes, et j'ai pas senti du tout il n'y avait pas d'appréhension de ma part pour ça. Et en plus, comme je travaillais avec des journalistes aguerris, c'était assez rassurant parce qu'ils connaissaient le terrain, ils connaissaient les gens, ils connaissaient les personnalités qui étaient importantes. Et donc, j'étais aussi à la fois journaliste, mais assez observatrice de ce que faisaient les autres. Et avec ça, il fallait compter, il est vrai, avec le tempérament assez guerrier des Moudjahidines, qui fait qu'au bout d'une semaine, où toutes les factions des Moudjahidines, c'est-à-dire la faction des Tadjiks de Massoud, la faction ouzbek ou la faction plus islamiste, étaient ensemble pour revenir dans la ville de Kaboul, mais après ont chacun pris leur quartier dans des zones différentes de la ville et ont commencé à vouloir chacun prendre le pouvoir sur le pays. Et donc les conflits, la guerre a commencé au sein même de la ville de Kaboul. C'est vrai que, en tant que journaliste, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de kalachnikovs dans la ville, ça tirait un peu dans tous les sens et que pour aller voir les uns et les autres, il fallait être assez prudent. Et donc là, avec l'expertise des journalistes qui, eux, avaient l'habitude, on arrivait à se mouvoir dans la ville sans trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que les Moudjahidines étaient, à la fois, il y avait les chefs Moudjahidines qui étaient des experts de la guerre, des stratèges, et puis ils avaient toute une bande de jeunes Moudjahidines derrière, parce que en Afghanistan, à l'époque, pour un garçon, l'exploit, c'est d'être devenir un combattant. On voyait sur les bords de la route des jeunes qui avaient 13-14 ans avec des kalachnikovs. Et donc, il fallait faire très attention parce que, un, ils avaient la gâchette facile. Et deux, lorsqu'ils voyaient des femmes, on n'était pas voilés ni rien. Hein. Donc, pour eux, dans des populations civiles aussi, où les femmes ne sont pas sur le devant de la scène, elles sont plutôt à la maison, elles s'occupent des enfants, elles font la cuisine. Et souvent, elles portent des foulards. C'était un peu surprenant pour eux. Donc, le soir, dans l'hôtel, il fallait quand même faire attention et bien fermer sa porte à clé. Ça, c'était mon premier grand reportage, assez fascinant parce que dans un pays absolument merveilleux et dans un paysage aussi incroyable. En avril 92, je quitte l'Afghanistan dans des conditions un peu compliquées parce qu'il y avait de nouveau la guerre au sein de Kaboul et qu'il était difficile de prendre un avion. Et entre-temps, la guerre avait éclaté dans ce qu'on appelait l'ex-Yougoslavie. Le conflit avait commencé dès 1990, mais ce n'était pas vraiment encore le conflit parce que c'était au moment où la Yougoslavie a éclaté. Et donc, les différentes composantes de l'ex-Yougoslavie ont voulu se désolidariser et reprendre leur indépendance. Ça a commencé avec la Slovénie. La Slovénie est partie quitter l'ex-Yougoslavie plutôt de façon pacifique, mais la guerre a éclaté entre la Croatie, la Serbie et la Bosnie, 3 entités
très différente de ce qui était l'ex-Yougoslavie. On est rentré dans un cycle de guerre qui a duré à peu près 4 ans, de 1991 à 95, date des accords de Dayton, qui ont scellé la fin du conflit en Bosnie. À tour de rôle, dans le service étranger, nous allions sur le terrain en Bosnie. Et donc, moi, j'ai décidé de partir. Je suis partie à plusieurs reprises, mais en mars 1994, il y avait une situation très intéressante parce qu'il y avait une enclave en terre bosniaque. C'était une enclave musulmane tout au nord de la Bosnie, à la frontière avec la Croatie. Une enclave de 200 000 personnes qui s'appelait la Poche de Bihac, qui était entourée par l'armée serbe qui voulait cette enclave pour avoir une frontière avec la Croatie directe. La communauté internationale avait décidé de défendre la population bosniaque qui s'y trouvait parce que ça faisait partie de la continuité territoriale de la Bosnie. Moi, j'avais décidé d'aller dans cette zone parce que je savais que, d'abord, il y avait un siège. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y avait un contingent français qui avait été envoyé là-bas sous le mandat de l'ONU, donc c'était des casques bleus, et que la situation était très complexe pour eux aussi parce qu'ils devaient protéger une enclave à une période où l'ONU essayait de négocier avec les Serbes une paix. Ils n'y arrivaient pas, mais ils essayaient de faire des concessions en permanence aux Serbes pour essayer chaque fois de les amener à aller vers la paix. En fait, les Serbes ont profité de ces occasions-là pour chaque fois grignoter un petit peu plus de terrain. Donc les Français étaient dans une situation délicate. Et donc j'ai décidé d'y aller avec l'accord de la rédaction en chef. Et je suis partie de Croatie, de Zagreb, avec un véhicule qui avait une immatriculation croate. Et c'est un petit détail important parce que quand les Serbes m'ont vu arriver avec une voiture immatriculée en Croatie, ils ont failli s'étrangler parce qu'évidemment, je n'étais pas supposée venir de Croatie pour passer par les Serbes et puis après rentrer chez les musulmans bosniaques. Et en plus, le fait de voir une femme, là, je pense que ça les a un peu surpris. Je suis arrivée dans le contingent qui était assez bien installé, mais je suis arrivée à un moment absolument dingue parce que le contingent venait d'être attaqué le matin même. Il y avait eu un mort du côté des Français et il y avait eu pas mal de blessés dans la population bosniaque. Et le commandant m'a expliqué la situation. Il y avait une situation de véritable crise au sein du contingent français. D'abord parce qu'il devait vraiment faire attention et protéger la population et éviter qu'il y ait plus de dégâts. Et en même temps, il devait se protéger aussi parce qu'ils étaient directement ciblés par les Serbes. Et moi, j'ai souhaité pouvoir écrire un papier là-dessus, un article que je voulais envoyer à la rédaction. Et j'ai senti qu'il tiquait un peu parce que, il faut savoir aussi que l'armée, à l'époque, en France, l'armée française était ce qu'on appelait quand même la grande muette. Ils n'avaient pas l'habitude de communiquer avec les journalistes et de confier beaucoup de choses, ce qui n'était pas le cas des Américains qui, eux, commençaient à faire des conférences de presse à tout va chaque fois qu'ils se trouvaient quelque part sur le terrain. La France n'avait pas fait encore ce pas-là. Il était extrêmement méfiant parce qu'il ne voulait pas aussi avoir peut-être le ministère de la Défense sur le dos. Et donc, il m'a dit, écoutez, on va conclure un accord. Vous allez suivre toute l'opération parce qu'une fois que les Français ont été attaqués, ils avaient le droit, normalement, de riposter à condition de prouver qu'ils avaient été bien attaqués par les Serbes, qu'ils fassent la demande à l'ONU et que l'ONU donne évidemment son feu vert. Et donc, j'ai assisté pendant toute la journée au fait que les militaires ont pu amener les preuves qu'ils avaient bien été attaqués par les Serbes. Et puis, j'ai assisté tout au processus où le commandant a fait la demande à l'ONU. On a attendu la réponse à New York, ça a pris pas mal de temps parce que simultanément, il y avait des négociations qui étaient entamées avec le président serbe Milosevic, qui était l'un des principaux interlocuteurs de la communauté internationale à l'époque. J'ai attendu le soir et quand le soir ils ont eu la réponse, il n'était pas question pour l'ONU que le contingent français riposte. Et là, j'ai senti une espèce de, non pas simplement la déception des militaires, mais plutôt de la colère parce que
En fait, on avait affaire à des militaires qui font la guerre, qui ont un espèce de code de guerre. Quand des populations civiles sont attaquées, quand eux-mêmes sont attaqués, il est normal de riposter parce que c'est quand même le propre d'une armée. Et c'est là qu'en tant que femme, c'était intéressant parce que dans toute la soirée qui a suivi, les militaires étaient vraiment furieux. Et ils venaient me voir et ils me parlaient. Et je pense que c'est parce que j'étais une femme. Ils auraient peut-être fait exactement la même chose avec un homme. Mais je pense que moi, j'avais une autre écoute. Ils n'allaient pas voir le commandant parce que de toute façon, ils savaient que le commandant était exactement sur la même position, mais que de toute façon, il ne pouvait pas déroger aux ordres. Et donc, c'était vers moi. Et j'étais un petit peu la confidente de tous ces militaires qui m'exprimaient aussi beaucoup leur humiliation en tant que militaire, leur humiliation en tant qu'homme, et puis aussi leur incompréhension dans laquelle se trouvait une grosse partie des militaires dans ce conflit en ex-Yougoslavie. Après la Bosnie, je rentre à Paris, la guerre en ex-Yougoslavie continue et surgit un nouveau conflit, et cette fois c'était un conflit en Irak qui était, disons, le résultat d'une série de bras de fer entre les Américains et le dictateur Saddam Hussein. Et les Américains voulaient vraiment envahir l'Irak sous des prétextes totalement fallacieux qui étaient soi-disant parce que l'Irak détenait des armes de destruction massive, ce qui s'est révélé tout à fait faux. Mais donc l'objectif de cette guerre en Irak était véritablement le pétrole. Et l'habillage, c'était la démocratisation de la région du Moyen-Orient. Et donc l'armée américaine attaque l'Irak, arrive à Bagdad, et avec Richard, un journaliste suisse, on décide de partir là-bas via la Jordanie parce qu'on ne pouvait pas atterrir évidemment dans une zone de conflit. Et de là, on a pris une voiture, on a fait le voyage de la frontière jordanienne à Bagdad. Et là, on est arrivé dans une ville où le régime était tombé dans la nuit. C'était très étonnant parce qu'il y avait une sorte de silence partout et très peu de gens dans les rues parce qu'en fait, les combats avaient été assez intense, mais surtout vers l'aéroport, parce que c'était la garde nationale irakienne qui tenait l'aéroport, et elle avait résisté. Sinon, le reste de la ville était très calme, parce que l'armée irakienne, quand elle a vu arriver l'armée américaine, savait très bien qu'elle n'avait aucune chance, elle n'était pas du tout au niveau pour résister, et en fait, c'était la débandade au sein de l'armée irakienne. Nous, on est arrivé à Bagdad où on a fait quelques reportages. Et puis après, on s'était dit que ce qui était intéressant dans ce conflit, c'était que la majorité de la population qui était chiite et qui avait été opprimée pendant des années par le régime de Saddam Hussein, qui était un sunnite, et par une minorité sunnite, comment allait réagir cette majorité chiite et comment elle allait reprendre en fait le pouvoir dans ce pays qui est immense. Donc on a décidé de partir en zone chiite, c'est-à-dire quasiment tout le sud de l'Irak. Et on est allé dans une ville qui à nos yeux était très importante, c'était la ville de Nadjaf, qui est une ville religieuse parce qu'on savait que depuis la chute de Saddam, des ayatollahs chiites irakiens rentraient aussi au pays pour reprendre en main toute la ville de Nadjaf et assurer l'éducation des croyants, mais aussi des religieux irakiens chiites. Nous, on voulait surtout aller rencontrer l'un des très grands ayatollahs, très respecté en Irak, qui était l'ayatollah Sistani. L'ayatollah, c'est la plus haute autorité religieuse dans le chiisme. Évidemment, au-dessus, il y a l'imam Ali, etc. Mais des personnalités qui enseignent et qui dirigent. Et donc, l'un d'entre eux était l'ayatollah Sistani, très respecté à l'époque. Et alors, on allait à Nadjaf, qui était la ville religieuse, parce qu'il y avait plusieurs ayatollahs et il y avait des rivalités entre eux. Entre l'ayatollah Hakim, il y avait un autre ayatollah qui s'appelait Alkoy et il y avait l'ayatollah Sistani. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir cette diversité, comment elle s'exprimait. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller voir, en essayant d'aller voir le plus grand, que c'était l'ayatollah Sistani. Donc, on est allé à la recherche de sa maison. On cherche partout dans la ville cette fameuse maison où se trouvait l'ayatollah Sistani, et en demandant aux différents Irakiens, on arrive dans une petite ruelle où il y avait beaucoup d'hommes devant une porte, il y avait un attroupement, et en fait c'était la maison de Sistani.
Là, on demande à rentrer pour voir l'ayatollah Sistani. Et il faut souvent y aller au culot, surtout dans des situations un peu compliquées comme ça, où la vie normale n'est pas encore normale. Ils étaient un peu surpris. Je pense qu'ils étaient surpris aussi de me voir. Moi, en tant que femme, venir là voir un religieux, alors que quand même, c'est souvent les hommes qui viennent. C'est pas les femmes. Il n'y a pas de femmes religieuses. Elles sont religieuses dans l'âme, mais elles ont aucun pouvoir en termes religieux en Irak. On demande à le voir, et puis donc les hommes qui étaient devant, qui étaient des gens qui, à mon avis, gardaient la maison, rentrent et font des allers-retours, et puis finalement nous disent, eh ben, écoutez, vous allez rentrer, mais vous ne verrez pas l'ayatollah lui-même, parce qu'il ne reçoit pas de journalistes, mais vous verrez son fils. Nous voilà prêts à rentrer, mais ils m'ont barré le passage en me disant que je ne pouvais pas rentrer parce que je n'étais pas vêtue comme il le fallait, c'est-à-dire que j'avais pas de tchador. Et donc j'ai dit, bah non, j'ai pas de tchador parce que je circule pas avec un tchador. En Irak à l'époque, on n'était absolument pas obligé. Et donc, ils m'ont dit, bon, bah, restez là. Ils sont allés me chercher un tchador, un espèce de grand tissu synthétique noir qui vous couvre de la tête jusqu'aux pieds et que vous devez tenir bien sous le menton pour éviter qu'il s'ouvre. Ils se doutaient que je ne savais pas mettre un tchador. Ils ont commencé à me le mettre eux-mêmes. Alors là, j'ai eu 3-4 hommes qui étaient là et qui bataillaient avec mes cheveux frisés, qui débordaient de tous les côtés, qu'on n'arrivait pas à discipliner pour mettre sous le tchador qui doit vraiment recouvrir tous vos cheveux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible ça. On est dans un pays musulman, il y a une espèce de distance entre les hommes et les femmes. Et là, ils sont tous sur moi en train de me toucher les cheveux et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais jouer le rôle vraiment de l'occidental qui est offusqué de voir des hommes toucher une femme comme ça dans un pays musulman. Et donc, je leur ai dit, stop. Et là, je les ai vus en face de moi, médusés, parce que j'avais osé m'opposer à eux. Et en fait, c'était très drôle parce que ça a marché. Du coup, ils étaient tétanisés et je leur ai montré que c'était moi qui allais m'habiller comme ça. Et donc, j'ai moi-même mis le tchador, plus ou moins bien, mais je l'ai mis. Et après, on est rentré. C'était assez fabuleux parce qu'on était dans une pièce, on était assis par terre avec Richard. Et donc, avant que le fils de Sistani arrive, il y a son secrétaire qui était là et qui a commencé à nous expliquer comment on devait se conduire face au fils de Sistani. L'idée, c'était de dire aux Occidentaux, voilà ce qui se fait dans un pays musulman et vous devez vous plier à ces conditions. Moi, j'avais un carnet avec, évidemment, je tenais mon crayon et un carnet. Et pour écrire, on voyait forcément mes mains. Donc, il a commencé à d'abord me dire qu'il fallait que je cache mes mains. On s'est regardé avec Richard et je lui ai répété en anglais, mais il est absolument impossible que je cache mes mains puisque je dois écrire. Et donc, j'ai vu un homme interloqué parce que, évidemment, c'était tellement évident que c'était impossible d'écrire sans montrer mes mains parce que je ne pouvais pas tenir à la fois le tchador et écrire en même temps. Et donc, j'ai vu qu'il n'avait pas de réponse. Il passait à un autre sujet. Et l'autre sujet, c'était que je ne devais pas regarder le fils Sistani dans les yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les pays chiites. Une femme ne peut pas regarder les religieux dans les yeux. Et ça, on me l'avait déjà dit en Iran, ce qui avait été très drôle parce que j'avais eu effectivement rencontré un ayatollah en Iran et que je l'ai regardé dans les yeux et que je crois que ses yeux, à lui, étaient très, très intrigués par le fait que j'étais une femme et me regardaient aussi. Donc, en fait, il y avait une espèce d'échange qui était très drôle, très malin. Et là, bon, je lui ai dit pour qu'on avance un petit peu dans cet entretien qui commençait à poser quand même beaucoup de problèmes. Je lui ai dit, OK, d'accord. Puis le fils Sistani est arrivé et on a eu l'entretien. C'est lui plutôt qui évitait de me regarder plutôt que moi, parce que lorsque j'interviewe quelqu'un, en général, je regarde la personne dans les yeux. Mais c'était amusant parce qu'en fait, lui ne m'a jamais regardé. Et on a quand même fait l'interview et ça s'est très bien passé. C'était amusant, le rapport homme-femme dans une situation comme ça, avec des gens qui n'ont pas les mêmes principes et les mêmes règles. Mais je dois dire que souvent, le fait d'être une femme, une occidentale, à cette époque-là, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'y avait pas énormément de femmes dans ce métier, et dans les pays musulmans, c'était plutôt un atout. La question que je me pose moi-même, c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire ce métier de grand reporter que j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Je crois que j'étais surtout curieuse du monde et de quitter les frontières de mon horizon. Et ça passait beaucoup par le Moyen-Orient parce que ça, c'était une passion
que j'avais déjà depuis que j'étais très jeune. Et ça s'est étendu à d'autres zones de conflit. Le conflit pour le conflit, c'était pas mon intérêt premier. Mon intérêt premier, c'était surtout de voir comment, dans des situations souvent très difficiles, catastrophiques, de guerre, de conflit, comment les gens font pour vivre. Et ce que j'ai remarqué, ce qui m'a surtout fasciné, c'est comment les gens s'adaptent à ces situations. La résilience des hommes, des femmes, dans des situations qui, nous, en tant qu'Occidentaux, vivons dans des pays libres, avec le confort et autres, on ne peut pas imaginer. Et en fait, ça faisait peut-être résonance au récit que j'avais de mes grands-parents, de la guerre, où au fond, eux avaient connu des périodes extrêmement difficiles. Et je me disais toujours, mais au fond, eux, ils ont réussi aussi à s'adapter. Je crois que c'est ce qui m'a poussé à être reporter, y compris dans des situations difficiles. Être journaliste, reporter de guerre, femme, ça va peut-être faire réagir pas mal de gens, mais peut être aussi un atout dans la mesure où on est là-bas pour expliquer, pour transmettre ce qui se passe, pour être un peu cette courroie de transmission entre les conflits et les pays occidentaux, et pour leur faire comprendre une situation souvent compliquée. Et dans la mesure où on respecte les codes locaux, je dirais que être une femme reporter était souvent un atout. Bien sûr, en sachant que dans certaines situations, il faut être prudent, mais la prudence est la même que l'on soit un homme ou une femme. Il y a des risques de part et d'autre, pour un homme, pour une femme. Après, je pense que c'est aussi... c'est à soi-même, quand on est dans des situations pareilles, on sent les risques, on imagine les risques. Et si on ne va pas au-devant de ces risques, c'est absolument pas un problème, à mon avis, d'être une femme. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de femmes aujourd'hui qui couvrent les conflits, c'est impressionnant. Il y a autant de femmes que d'hommes, si ce n'est même parfois plus. Donc voilà, c'est plutôt un sentiment d'optimisme pour toutes celles qui veulent aller couvrir les conflits ou aller dans des zones qui sont des zones lointaines, qui sont des zones où les femmes n'ont pas forcément une place importante. Ça n'est pas non plus un obstacle pour une femme reporter, à condition qu'on respecte les codes. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'Envers du récit est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli La Croix.